Nous n'allons pas réinventer l'histoire. Nous allons tout simplement nous servir de l'histoire pour oser inventer l'avenir. Depuis des années, les États du Sahel sont dans cette dynamique à travers donc l'alliance des États du Sahel. Être responsable de notre destin et l'assumer pleinement par la volonté, l'engagement, la dignité et le respect. Dans cette émission, il est question de porter notre regard sur l'avenir. Messieurs, dames, bienvenue donc sur la C360. Cette semaine, nos invités, en tout cas, ont pour nom, sans doute, Alouna Traoré, militant et témoin vivant de la révolution d'août 83, Bakary Kaboré, juriste et analyste politique, et enfin, Til Konaté, secrétaire général du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Nous allons parler de ce sujet assez majeur qui domine l'actualité en ce moment, la guerre Iran, États-Unis, Israël, surtout les enseignements pour nous, États du Sahel, qui suivons de très près en tout cas cette guerre, surtout avec bien sûr notre allié, notre partenaire, l'Iran qui subit les affres et la colère des États-Unis et Israël. Bienvenue donc à l'émission et merci pour en tout cas cette présence à l'antenne et merci pour ce temps consacré à la chaîne C360. Pour commencer, camarade Traoré, l'Iran est en guerre contre les États-Unis et Israël. Le pays des Mollahs semble être pratiquement seul dans cette bataille. Bon, c'est une façon de voir, c'est une posture. Apparemment, les Iraniens ne sont pas seuls. Ils ont le soutien stratégique sournois des BRICS. Et il faut reconnaître à César ce qui est à César. L'Iran est victime, comme le Venezuela, comme les États indésirables. Il a été interdit de dollars, de vendre son pétrole en autre monnaie, tout sauf le dollar. Donc l'Iran est victime de sanctions depuis 47 ans. Figurez-vous, depuis 1979, l'avènement de l'ayatollah en Iran, les États-Unis ont voué une haine morbide vis-à-vis de l'Iran. Depuis cette date-là, les sanctions économiques multiples de tout genre visant à asphyxier l'Iran. Donc ce qui se passe aujourd'hui n'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase. Absolument. Les États-Unis, forts de leurs sanctions, ont estimé à un moment donné que l'État iranien était affaibli. Et c'est le moment où ils pouvaient asséner le coup final. Malheureusement pour eux, la première intervention, ils ont coupé la tête du serpent croyant que le serpent était mort. Dès la première intervention, ils ont tué le guide iranien. Or, selon la symbolique, le guide est le représentant de toute une foi, d'un idéal. Et le guide est mort en martyr sur le chemin du combat. Ça a ravivé toutes les cellules, toute la Oumma chiite. Tout le monde veut mourir en martyr. Il faut venger. Ça a été cette intervention a uni le peuple iranien. Sans compter que durant 47 ans, l'Iran s'est préparé à cette guerre-là. Oui. Les Américains ont misé sur la rapidité et l'effet d'annonce. Attaquer, tuer, faire le plus de dégâts possible et l'Iran viendrait en victime consentante négocier. Et soit dit en passant, ils ont interdit à l'Iran la capacité intellectuelle de pouvoir inventer la bombe, acquérir aussi la bombe, comme les États-Unis, la France et les autres pays qui détiennent la bombe atomique. Parce que la survie pour l'Iran, comme la Corée du Nord, c'est posséder la bombe atomique. Si vous avez la bombe atomique, c'est une assurance contre toute attaque impérialiste. Voilà le cas de figure dans lequel nous sommes. Ce qui nous est donné aujourd'hui de constater, les Américains ont sous-estimé les Iraniens. Ils ont attaqué pour tuer et faire tomber le régime
iranien, sous le prétexte fallacieux d'interdire à l'Iran d'acquérir la bombe atomique et la fabrication des missiles et la non-activation de certaines communautés chiites à travers le Proche-Orient. Donc les États-Unis sont forts, disent-ils, première armée planétaire, et ont des bases satellites au Moyen-Orient, près de 50 000 soldats, et sans compter l'appareillage militaire. Donc ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est des erreurs de calcul. L'Iran sait qu'il ne peut pas bomber la poitrine pour affronter la puissance américaine. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est changer les règles du jeu. Oui. Attirer les États-Unis dans la nasse en créant les conditions d'un échec programmé. Les Iraniens vont faire durer la guerre. Les Américains pensaient que c'était une histoire de courte durée. Les Iraniens résistent. Mieux, ils se défendent. Et ça n'avait jamais été programmé par les États-Unis. D'où la surprise énorme. Absolument. Ce qui nous est donné de constater, le monde a un grand basculement. Parce que c'est une crise énergétique également, il faut le dire. Parce que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz et interdit à toute flotte de passer par le détroit d'Ormuz. Donc, l'humanité, le monde économique, il y a une crise économique qui s'annonce dans les jours futurs. C'est apocalyptique, mais déjà, les grandes places financières ont déjà réagi pour dire que le monde a un danger. On se demande qu'est-ce qui a pu bien, les raisons qui ont poussé les États-Unis à attaquer la poudrière que constitue l'Iran. Dans les jours à venir, nous allons voir les conséquences sur toute la planète. Déjà, toutes les plates fortes du Moyen-Orient, les bases américaines au Moyen-Orient sont attaquées et l'Iran s'est mobilisé plus que jamais. Tout le peuple iranien, ce que l'Iran compte de forces progressistes, sont alignés derrière le pouvoir de l'ayatollah. Mieux, au lieu de décapiter, ils ont décapité le chef, mais juste quelque temps après, la machine s'est mise en ordre de bataille. Il y a un nouveau guide et toutes les structures dissimées ont été reconstruites immédiatement. Donc, à la guerre comme à la guerre, c'est un guêpier dans lequel les États-Unis ont été attirés et les jours à venir vont démontrer beaucoup de choses. Nous sommes en train de nous désillusionner sur beaucoup de choses. La presse mainstream, autre aspect de la guerre, l'importance de la communication de guerre. Nous sommes vraiment, c'est un cas d'école pour les États du Sahel. Comment, par la guerre de la communication, on arrive à assujettir un peuple en lutte. Absolument. Voilà. D'accord. Camarade Kabouri, il faut interroger donc le droit international. Qui a droit à l'arme nucléaire? Parce que c'est sans doute sur ce prétexte que les États-Unis et Israël donc, ont attaqué l'Iran. Qui a droit à l'arme nucléaire? Alors donc, sur la base du droit international, tous les peuples ont le droit de se défendre. Il y a un principe aux Nations Unies, dans la Charte des Nations Unies, qui parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit à l'autodétermination. Tout à fait. C'est-à-dire, chaque peuple, chaque entité humaine organisée a le droit, en tout cas sur le plan international, de s'organiser comme bon lui semble, y compris dans le choix de son mode de gouvernement, y compris dans le choix de ses gouvernants, y compris dans le choix de sa ligne politique et de ses voies de développement. Donc, alors partant de cela, tout peuple qui aspire à se développer, à se constituer en nation, a bel et bien effectivement, sur le plan international, le droit de se défendre. Mais, effectivement, il y a des règles qui sont encore posées au sein des Nations Unies. C'est-à-dire, il est aussi interdit le recours à la force contre un autre État
membre de l'organisation, c'est-à-dire des Nations Unies. C'est clairement écrit dans la Charte des Nations Unies. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce sont une violation flagrante du droit international public, le droit international tout court, parce qu'effectivement, lorsque les grandes puissances décident d'attaquer un autre État, alors que cela n'a pas été avalisé par le Conseil de sécurité ni l'Assemblée générale des Nations Unies, alors ça devient effectivement de l'unilatéralisme, ce qui est condamné par les Nations Unies, qui demandent à ce qu'à tout moment, il y ait le multilatéralisme qui s'exprime, il y a un quitus qui sera donné, qui doit être donné par le Conseil de sécurité pour pouvoir mener ce genre de campagne, c'est-à-dire conduire ce genre de guerre. Lorsque les Nations Unies constatent que sur le plan international, une idéologie quelconque est née dans un État donné et que cette idéologie semble être un danger pour la paix mondiale, pour la sécurité internationale, les Nations Unies décident au Conseil de sécurité de prendre des dispositions pour mettre fin à cette menace sur la plage internationale. Et donc, il y a une résolution qu'on peut prendre au sein des Nations Unies pour adresser ce problème. Et c'est en ce moment qu'on peut dire qu'effectivement, cette démarche a été décidée par les Nations Unies et ça respecte les règles. C'est-à-dire ça respecte le droit international au sein des Nations Unies. Donc, le recours à la force peut être utilisé dans le cas des Nations Unies. Et il y a ce que nous appelons aux Nations Unies le chapitre 7. Le chapitre 7 aussi peut être utilisé et lorsque les Nations Unies décident que la paix mondiale, la sécurité internationale est mise à mal dans quelque partie que ce soit du monde, alors le Conseil de sécurité peut décider d'activer ce qu'on appelle le chapitre 7, c'est-à-dire autoriser l'emploi de la force pour mettre effectivement hors d'état de nuit ceux qui sont à la base de la menace sur la paix. Et donc, il y a un exemple que je peux citer. Et il y a quelques années déjà, au niveau de la RDC, la République démocratique du Congo, lorsque le M23 était devenu une menace contre la paix, il y a déjà la force onusienne qui était basée en RDC, la MONUSCO. Et la MONUSCO a obtenu du Conseil de sécurité que les forces impartiales puissent être désormais déployées sous le chapitre 7, c'est-à-dire engager le combat, devenir effectivement, cesser d'être des forces impartiales le temps de l'application du chapitre 7 et mettre en déroute et hors d'état de nuit le M23, qui avait disparu à l'époque, qui était rené comme de ses cendres, comme effectivement, qu'on appelle ça le phénix. Le phénix, aujourd'hui, qui est en train de encore continuer effectivement ses aventures cavalières en mettant à mal la paix au niveau de la RDC. Donc voilà un peu ce qui se passe au niveau. Donc tout pays, tout État, toute organisation humaine a le droit de s'organiser, y compris sur le plan de sa défense. D'accord. Camarade Konaté, je veux bien comprendre, parce qu'il y a 9 pays qui possèdent des armes nucléaires à travers le monde. Et pas de moindre. Même Israël en possède. Je veux savoir qui donne le droit à qui d'avoir une arme nucléaire. Parce que si le Burkina Faso demain veut s'octroyer donc une arme nucléaire, on prend l'autorisation chez qui? Alors, dans les notions de droit international qui ne sont pas tout à fait droits et qui sont en réalité décidées par l'Occident, parce que on parle d'un ordre international basé sur des règles, mais des règles décidées par certains qui les violent quand ils le veulent et qui décident de les orienter dans la direction qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et c'est cet ordre-là qui les a finalement pris au piège. Du point de vue juridique, il y a l'accord sur la non-prolifération des armes nucléaires des années 70 qui définit plus ou moins qui a droit, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas signé la convention de non-prolifération des armes et ceux qui ont signé. Si tu as signé, on considère que tu n'as plus le droit. La Corée du Nord avait signé, mais en 2003, elle a retiré sa signature, ce qui fait qu'évidemment, elle s'est dotée. La Corée du Nord a l'arme nucléaire. Elle a l'arme nucléaire, ça c'est clair et net. Mais avant de...
revenir à ce sujet, je vais rebondir un peu sur c'est-à-dire le pourquoi de l'intervention américaine aujourd'hui. Et cela, évidemment, appelle aussi au drame du système international, du droit international aujourd'hui. Vous savez, avant, pour aller en intervention, en agression contre un pays, on invoquait le droit international, évidemment. Oui, ils ont agressé les voisins. Voilà, ils n'ont pas respecté la charte de l'ONU et l'ONU donnait un quitus. La guerre de 91 contre l'Irak, la guerre qui a été filmée, la première guerre filmée, la guerre spectacle même, était autorisée par l'ONU. Et même la guerre de 2003, c'est vrai que l'ONU semblait reluctante, mais en fait de compte, elle a validé, elle a donné son autorisation sous John Kufuor. Mais à cette époque, justement, on pouvait se cacher justement derrière la démocratie, les droits de l'homme et le droit international pour envahir un pays. Même si ces données-là étaient accessoires, c'était facultatif. Ça n'a jamais été la véritable raison. Aujourd'hui, il ne se couvre plus de ce paravent. Parce que finalement, on se rend compte que les concepts de démocratie, de droits de l'homme, de droits humains, ce sont des concepts qui sont moralement épuisés. C'est cela même le mot. Tout à fait. Moralement, ça a été vidé de sa substance. Il n'est plus possible de les invoquer aujourd'hui. Mais en fin de compte, les résultats restent les mêmes. Avec ou sans le droit international, l'Occident envahira. Il détruira pour ses besoins en matière première, pour ses besoins géopolitiques, pour ses besoins d'hégémonie. Ouais. C'est ce qui fait que hier, on pouvait envahir en justifiant de l'absence de démocratie ou de droits humains. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Parce que si Donald Trump prétend que lui, il vient défendre les droits de l'homme, effectivement, je sens qu'il y a encore quelques-uns quand même qui prétendent qu'ils sont là pour défendre le peuple iranien. On défend le peuple iranien en massacrant 165 jeunes filles d'une école primaire. Voilà donc comment l'Occident impose ses valeurs en massacrant des enfants. Mais ce n'est pas tellement exceptionnel quand on connaît le dossier Epstein, où ce sont même les plus importantes figures du monde occidental qui allaient justement se faire masser par des petits-enfants. Voilà, c'est pas du tout choquant. Ce qui se passe en Iran, je crois fondamentalement que l'Iran, l'Occident dit que l'Iran les a agressés ou qu'il s'apprêtait à les agresser. L'Iran est rentré dans la ligne de mire dès le jour où ils ont décidé d'assumer une souveraineté, d'assumer leurs différences, de considérer qu'ils ont une civilisation de 6000 ans, parce que les Iraniens le répètent souvent, nous avons une civilisation de 6000 ans qui ne peut pas se soumettre à des gens qui sont nés avant-hier. L'Amérique n'a pas 300 ans d'existence. Cette Amérique-là, elle est imbue d'elle-même. Et quand vous avez un homme comme Donald Trump, l'horizon de Donald Trump historique s'arrête à hier. Et l'avenir, quand il l'envisage, c'est demain. C'est-à-dire, est-ce que j'avais de l'argent hier? Est-ce que j'en aurai demain? Et ce qui peut permettre de faire un deal tout de suite. Il faut bien se rendre compte. Donald Trump a d'abord massé du matériel militaire et des hommes aux alentours du détroit d'Ormuz, autour de l'Iran, pour l'intimider. Parce que d'abord, c'est lui sa logique. Il faut que je fasse peur aux gens. Ils vont signer rapidement mes accords. C'est comme la guerre commerciale. Il dit, je vais mettre 10% ou 15%, vous signez un accord, il abandonne. C'est un homme des rues. Voilà, pour lui, la logique de l'arme pointée sur la tempe pour négocier, c'est la meilleure des logiques. Il ne croit qu'en ça. C'est par cette façon qu'il a fait ses affaires toute sa vie. Malheureusement, il est en face d'une civilisation vieille d'abord, qui ensuite s'est recentrée sur un certain nombre d'éléments qui empêchent même la possibilité de renoncer ou de se soumettre. Le grand Fallouna parlait tantôt des mollahs. Vous savez, dans un régime théocratique, quand vous tuez un leader ou un militaire, vous lui rendez service. Vous en faites un martyr. En fait, l'ayatollah préfère mourir de cette façon que de mourir de mort naturelle. Là, il rentre au paradis. Pas que le paradis, il rentre au firmament. Il devient une figure tutélaire. Tout à fait. Désormais, l'homme de qui tous les enfants doivent s'inspirer. Et surtout, il devient le modèle parfait de l'anti-américanisme. Tout enfant iranien qui apprend l'histoire de Khomeini n'a pas d'autre choix que de haïr l'Amérique. C'est un peu comme en Corée du Nord. En Corée du Nord, dès la maternelle, on vous envoie dans des musées où on vous explique, ils appellent ça le musée des guerres américaines, comment l'Amérique a massacré des enfants et des femmes pendant la guerre de Corée. Un tel enfant ne peut pas ne pas haïr l'Amérique. Et évidemment, c'est une haine qui le prépare à chaque instant à se battre et à mourir. Et cette mort est une mort à la limite joyeuse. Absolument. Elle est honorable. Mais justement, l'Amérique ne comprend pas ça. Parce que pour elle, c'est une logique matérielle. Est-ce que je gagne de l'argent? Est-ce que j'ai des matières premières? Alors qu'en Iran, c'est une question d'honneur.
quand vous mettez le matériel en face de l'honneur, évidemment, c'est vrai que la civilisation américaine a fait en sorte qu'aujourd'hui, la question d'honneur est devenue, surtout dans nos civilisations africaines, c'est une variable d'ajustement. Elle ne compte plus. Mais attention, dans le monde oriental et dans le monde asiatique, les notions d'honneur sont des choses pour lesquelles les gens peuvent se battre jusqu'à la mort. Et l'Iran est un cas d'école. C'est vrai que le reste du monde arabe, bon, a beaucoup cédé au pétrodollar, elle est devenue peu américanisée, même si elle continue de prétendre être fidèle. Mais dans le cas d'espèce, l'Amérique a véritablement mangé son totem. C'est vrai qu'elle reste une puissance, elle a toujours les moyens de projection, mais dans les premières heures, toutes les capacités logistiques de l'Amérique ont été détruites dans la région. Alors que, comme on dit, la guerre est d'abord une opération logistique. Si vous n'avez pas la possibilité de déployer de la logistique rapidement, vous êtes foutu. Avec ses 800 bases militaires, l'Amérique est théoriquement à la frontière de tous les pays du monde. Ce qui lui permet de faire rapidement une guerre partout. Parce que 800 bases militaires, où que tu sois, elle est à tes portes. Elle peut t'agresser. Mais dans le cas d'espèce, avec le renseignement militaire russe, chinois et même les moyens militaires livrés avant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'Iran est seul. On reviendra dessus certainement. Mais la capacité que l'Iran, ou en tout cas l'intelligence que l'Iran a eu de raser tous les moyens militaires américains dans la région, mais ça c'est stratégiquement impensable. On ne croyait pas cela impossible. C'est comme le dôme de fer, bon, qui était une passoire de fer, on n'avait pas imaginé avant la guerre des 12 jours, et qui aujourd'hui encore nous démontre à quel point ça a été une fumisterie sans nom. Moi je crois que cela vient nous révéler, encore une fois, qu'il faut qu'on ait un point de vue africain du monde. Si vous lisez le monde d'un point de vue occidental, vous allez voir l'Iran comme le méchant. Et l'Occident comme le gentil. Ouais. C'est déjà même ce que les médias essaient de vendre, évidemment. Mais heureusement, l'US avait déjà, au égard à ces défis, fait la décantation. Ce qui permet aujourd'hui encore de lire le monde de ce point de vue-là. Je crois que la guerre en Iran, c'est un remake, en fait, de la guerre en Ukraine. Sauf que les rôles sont inversés. En Ukraine, l'Occident a provoqué la guerre pour affaiblir la Russie. Pour ses besoins en matière première. Elle était devenue celle qui livre des armes, du renseignement à l'Ukraine. Et souvent même, c'est eux qui tiraient les armes depuis l'Allemagne. Il y a des articles qui ont prouvé que le matériel qui est positionné en Ukraine, souvent même c'est dans la base militaire de Ramstein, en Allemagne, que le déclenchement était fait. Mais aucun soldat de l'OTAN ne peut se permettre d'être sur le sol iranien pour tirer. Parce que voilà, si vous le faites, c'est une guerre directe. Absolument. Mais la même chose se déroule actuellement. C'est les Russes et les Chinois qui, en Iran, positionnent les cibles, ou en tout cas qui décident quasiment des cibles qu'on doit frapper en Israël, dans la sous-région. On ne sait pas si un jour ils seront en mesure de frapper sur le sol américain. Ce sera la dernière variable, en tout cas, qui serait une variable vraiment importante à analyser. D'accord. Camarade Traoré, c'est vrai, nous sommes dans une guerre déjà qui commence à dénombrer pas mal de morts. La question qui revient, quand on écoute les opinions africaines un peu partout, jusqu'à présent, on n'a pas cette réponse qui donne le droit d'avoir l'arme nucléaire. Parce que c'est trop facile de se plaindre de l'Iran, donc ne doit pas avoir l'arme nucléaire. C'est sur quelle base donc on prend cette décision? Il faut recourir au génie des peuples. Parce que, quoi qu'on dise, acquérir la bombe atomique relève du génie de chaque peuple. Or, comme le camarade Tel le disait, l'Iran est une vieille civilisation. Et la matière grise iranienne est suffisamment dotée. Les compétitions internationales de mathématiques, l'Iran se classe parmi les meilleurs États du monde. Donc, je vous expliquais tout de suite, depuis 1979, l'avènement des Khomeini au pouvoir, l'Amérique voue une haine morbide à l'Iran. Et ça, complété de toutes les sanctions terrestres qui puissent s'imaginer. Un pays riche au sous-sol qui vit pauvrement. Donc, sous la férule des sanctions, les États-Unis, avec son allié Israël, dénient le droit à l'Iran de réfléchir et d'inventer son avenir. C'est un blasphème extrême. Donc, fort de leurs sanctions et de tous les méfaits handicapant l'Iran, ils pensaient que c'était l'occasion rêvée. Et Israël disait justement, les frappes préventives
pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, c'est foutu pour Israël. Or, le fruit interdit, se doter de l'arme nucléaire pour l'Iran devient existentiel. Tout à fait. C'est l'assurance de la sécurité. Une fois que le monde occidental sait que vous êtes doté de l'arme nucléaire, vous êtes à l'abri de certaines attaques. Mais l'Iran ne s'est pas arrêté seulement à là. Les États-Unis comme Israël sont inattaquables d'un point de vue théorique. On ne peut pas bomber la poitrine avec eux. Donc l'Iran a développé le système des missiles. Donc c'est dans un guêpier que l'Iran a invité les États-Unis. Fort de la sous-estimation de l'Iran, la guerre des 12 jours en juin a démontré l'efficacité de l'Iran. Et cette guerre montre à souhait que tout ce qui a été fait pendant la guerre de 12 jours n'était qu'un épiphénomène. Maintenant, l'Iran se révèle au grand jour, doté de beaucoup de capacités. Et cette guerre-là démontre à souhait les États du Golfe ont sous-loué leur sécurité aux Américains et paient à prix d'or leur sécurité. Voilà que la guerre est là. Ceux qui sont payés pour les sécuriser se montrent défaillants parce que l'œil du Moyen-Orient a été démantelé dès les premières attaques. Qui l'y crut? L'Iran a eu cette capacité et ce génie-là de détruire l'œil, la structure qui veille sur les informations au Moyen-Orient, handicapant les États-Unis de leur capacité de voir, sans compter le système de brouillage, le partage d'intelligence. Parce qu'il ne faut pas voir seulement l'Iran, il faut voir les alliés stratégiques de l'Iran. Tout à fait. Il y a la Fédération de Russie et il y a la Chine. Et il y a une coopération militaire entre ces États-là. Donc, les États-Unis ont été attirés dans un guêpier. Comment s'en sortir? Et c'est une grande leçon pour les États d'Afrique. Ne comptez que sur soi-même. L'Iran démontre à souhait la capacité, la résistance. Le simple fait de l'Iran de résister constitue en soi une victoire. Tenir. Tout à fait. Ils ne se sont pas contentés seulement de réagir, mais ils tiennent. Et démontrent au Moyen-Orient, tous ceux qui hébergent les Américains, si vous donnez une plateforme aux Américains de nous attaquer, nous allons attaquer les intérêts américains dans la sous-région. Surtout que l'Iran détient l'arme, la gâchette du monde. D'un point de vue énergétique, le détroit d'Ormuz constitue un passage obligé. Nous allons, toute la planète Terre va sentir, et même le dollar va sentir les soubresauts de la fermeture du détroit d'Ormuz. Et sans compter les gaz qui vont avec. Tous les États, les Émiratis et le Koweït, tous ceux qui produisent le gaz en GNL sont bloqués, étaient obligés de passer par le détroit d'Ormuz. Or, l'Iran a eu ce génie de bloquer ce passage obligé de l'énergie planétaire. Absolument. Ouais. Donc, quoi qu'on dise, les États-Unis et l'Israël se sont tirés une balle dans le pied. Et tout le monde va s'enrhumer. Et il faut espérer, c'est une grande école de guerre qui s'ouvre pour les États d'Afrique. Comment se défendre? Comment compter sur son génie créateur? Comment ne pas louer sa sécurité, confier son destin, sa sécurité à un autre État, fût-il fort, en acceptant les bases étrangères dans son pays? Absolument. Cette guerre démontre à souhait que la garantie ne vient pas de la présence des troupes étrangères dans ton pays, parce qu'en cas de situation difficile, ces bases-là ne vous défendent pas, elles sont prêtes à défendre leurs intérêts ailleurs. Absolument. Comme dans le cas d'espèces, ce n'est plus les États qui payent pour leur sécurité qui constituent le problème, mais c'est plutôt Israël qui constitue le problème. Absolument. Donc les données ont changé. Cette guerre est une grande école pour les peuples du monde. Compter sur soi-même est une invite qui s'applique à l'AES. Nous avons expérimenté en AES
la mobilisation horizontale et verticale des peuples pour faire face à l'impérialisme et au terrorisme. Tout à fait. Voilà. Camarade Kaboré, c'est vrai, quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, Dubaï qui se vide de ses touristes, Abu Dhabi qui n'arrive même plus à se comprendre, parce que quand même, quoi qu'on dise, les missiles iraniens, en tout cas, arrivent très facilement donc à Abu Dhabi, le Koweït, le Qatar, et sans doute Bahreïn, Oman, pratiquement tout le Moyen-Orient est en feu. On se poserait la question, quels peuvent être les enseignements pour nous autres du Sahel, de l'AES? De mon point de vue, c'est important pour nous de tirer des leçons et nous avons déjà fait une grande partie du chemin. Nous avons déjà anticipé. Voyez-vous, lorsqu'on a mis en place la force unifiée de l'AES pour défendre, dont la base est le commandement est basé à Niamey, alors c'est pour anticiper sur tout ça. Parce que nous avons décidé, en tirant les leçons effectivement des expériences passées et de l'expérience même des grandes puissances, nous avons estimé qu'il était important de compter sur soi-même. Oui. Il n'est pas question, comme le grand frère Aluna l'a dit, de sous-traiter effectivement sa propre sécurité. Aujourd'hui, avec la mise en place de la force unifiée, alors nous avons effectivement pris la juste mesure de la chose. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est-à-dire faire de telle sorte qu'effectivement, nous puissions renforcer nos relations stratégiques, avec effectivement nos partenaires sûrs. Je voulais parler de la Russie, la Chine et même de l'Iran. Tout à fait. Ce sont des partenaires. Et la Turquie, sur lesquels nous avons pu acquérir quelques armes, parce que, enfin des armes, tout ce que nous avons pu acquérir jusqu'à maintenant, effectivement, qui nous permet de lutter avec succès contre l'hydre terroriste, c'est bien effectivement cette coopération assez fructueuse avec ces partenaires sérieux. Dans le monde occidental, on n'a pas besoin de citer un exemple, mais vous savez très bien qu'on n'a plus rien à attendre de ces gens-là. Ils ont passé le temps à bloquer nos commandes d'armement, malgré le fait que nous avons les moyens financiers de nous en procurer. Ils ont brandi effectivement les questions de licence et pour nous refuser effectivement les armes. Donc, ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est aussi de mettre en place une bonne stratégie militaire comme nous l'avons déjà fait. On avait déjà réfléchi à ce scénario en mettant en place des mécanismes qui vont nous permettre de pouvoir nous défendre nous-mêmes en mobilisant au niveau de la population. Vous savez très bien que dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons nous inspirer. Par exemple, le Vietnam, avec le général Diap, à l'époque, Ho Chi Minh était allé effectivement en France pour négocier, d'assouplir la colonisation française, y compris la marche vers l'indépendance. Mais à la limite, les Français se sont moqués de lui. On s'est moqué de lui à l'Élysée, il est ressorti, on n'a même pas écouté ses propositions. Mais au retour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoutez, il n'y a pas d'autre solution que de compter sur nous-mêmes. Et il a effectivement engagé tout le peuple par le général Diap, de ce que nous appelons l'armée populaire. Et c'est ainsi qu'effectivement, un peuple à l'époque, composé en majorité d'agriculteurs, d'analphabètes entre griffes, on peut mettre en déroute effectivement l'armée française et dont vous connaissez l'issue au niveau de Dien Bien Phu. Ils ont même mis en déroute effectivement l'armée américaine pour pouvoir réunir effectivement leur peuple et aller vers l'indépendance. Aujourd'hui, ils vivent en paix, ils ne sont pas embêtés et leur histoire est un enseignement, est riche d'enseignements. Aujourd'hui, le fait que le Burkina a décidé d'engager la population en mettant au devant les VDP, vous savez que les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, c'est une stratégie de guerre qui donne des résultats probants. Dans la décennie 1990-2000, l'Algérie a fait face à beaucoup de menaces. Vous savez très bien, à partir de 1990,
les élections qui devaient se passer avaient permis qu'il y ait, à travers en tout cas le multipartisme, permettent à tous les partis, toutes les organisations politiques, y compris d'obédience religieuse, de se présenter. Alors la grosse erreur est venue de là-bas. Voilà qu'effectivement, ce que nous appelons les partis confessionnels sont nés et on voulait mettre effectivement à mal la stabilité au niveau de l'Algérie. Je parle du FIS, le Front Islamique du Salut. Voilà, FIS, Front Islamique du Salut. Il y a qu'on appelle ça, le GFPC. En fait, le GFPC, c'est la branche armée du FIS. Voilà. Le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Et le combat. Alors donc, et qui ont quand même écumé l'Algérie pendant une dizaine d'années. Et ils ont créé le terrorisme, ils ont créé toutes sortes de guerres. Certains même sont venus se réfugier au Burkina Faso de Blaise Compaoré. Voilà, et ils ont trouvé refuge ici. Et donc, c'est pour vous dire, et comment est-ce que l'Algérie a pu vaincre effectivement cette situation? C'est de créer une armée populaire. C'est un peu à l'image de nos VDP que nous avons ici. Et donc, ce que nous pouvons tirer comme leçon de tout ça, c'est pour dire les peuples sont seuls qui peuvent défendre leur propre territoire, leur propre pays. Absolument. Et donc, c'est ce que nous allons mettre au devant pour pouvoir effectivement aller au... Je termine par un exemple qui est très important. Lorsque on voit le mode opératoire de l'impérialisme au niveau de ces différents États, là où ils ont agi, et tout récemment, même dans les États indépendants qui étaient organisés correctement et qui devaient conduire leur politique librement, lorsque les États-Unis devaient conduire leur guerre, ils sont passés d'abord par le fait de décapiter effectivement l'État. Je cite quelques exemples. Par exemple, lorsque effectivement les États-Unis devaient conduire leur guerre en Irak, lorsque Saddam Hussein avait refusé d'accepter vendre son pétrole uniquement qu'en dollars et peut-être maintenant en euros, les Américains ne l'ont pas accepté et ont décidé effectivement de mener une guerre. Et donc en 2003, l'objectif n'était pas effectivement d'aller simplement prendre le pétrole irakien, mais c'était effectivement d'être se rassurer que le régime ou l'idéologie qui va naître ne va plus leur créer des problèmes. C'est-à-dire le parti basse, les bassistes de l'époque de Saddam Hussein avaient été décapités, en commençant par le chef lui-même. Rappelez-vous qu'il a été pendu le jour de Tabaski. Et ce qui est grave, c'est qu'on a décidé de décapiter, y compris toute sa famille. On a tué ses deux fils, Koussaï et Oudaï. Alors, deuxième exemple qu'on peut citer encore, par exemple le cas de la Libye. Lorsqu'on a décidé de mettre à bas le régime libyen, qui était très enraciné, qui avait une idéologie assez enracinée dans le peuple libyen, dont Kadhafi ne se réclamait plus comme un président, mais un guide à l'image de l'ayatollah Khomeini. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a fini d'abattre Kadhafi, on a décidé de poursuivre ses fils un à un, de les abattre pour être sûr que l'idéologie va disparaître totalement. Absolument. Les derniers en date, Saif al-Islam Kadhafi a été tué parce que tous ces deux fils, ces deux autres ont été tués même dans les moments qui n'ont pas duré après l'assassinat de Kadhafi. Alors, autre exemple encore, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'on a décidé, parce qu'en Iran, les États-Unis et Israël sont convaincus d'une chose, c'est-à-dire qu'il faut abattre l'idéologie en décapitant effectivement l'État, le sommet de l'État. Khomeini et beaucoup de grands dirigeants dans son entourage ont été liquidés, assassinés, mais ils ont oublié que le peuple est très fort et que l'idéologie demeure. En tout cas. Camarade Konaté, aux premières heures donc, de cette agression, le Burkina Faso a été on ne peut plus clair sur sa position. Et non seulement le Burkina a condamné cette agression, mais également s'est proposé donc d'appuyer le peuple iranien. Beaucoup d'opinions africaines s'interrogent vraiment sur l'inaction des puissances amies de l'Iran. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors, je n'ai pas encore vu le communiqué officiel du Burkina, mais je sais qu'évidemment, naturellement, nous sommes en solidarité avec le peuple iranien et ses dirigeants. Parce que la semaine précédente, je pense que notre ministre de la Défense était même à Téhéran. Parce que aussi, nous avons une coopération militaire et technique renforcée avec l'Iran. Il faut quand même le noter depuis le début de notre dynamique actuelle. Ce qui tombe sous le sens, dans la mesure où c'est un modèle. Vous savez, le nombre d'États qui osent résister à l'hégémonie occidentale sont tellement peu que vous n'avez pas d'autre choix que d'être solidaires entre vous.
l'axe de la résistance dans le monde aujourd'hui, c'est ceux qui osent assumer leurs différences. Ce n'est pas ceux qui se couchent devant le diktat et le pillage du modèle occidental sous le prétexte d'être protégés. Donc, naturellement, il y a eu un rapprochement entre la US et l'Iran, entre la US et la Corée du Nord, la Chine, la Russie et le Venezuela, qui a fait l'objet du même comportement vénal de Donald Trump en début d'année. C'était le 3 janvier d'ailleurs. Vous savez, l'Iran, c'est un pays exceptionnel. Hein. Il ne faut pas mâcher les mots. L'Iran produit environ 200 000 ingénieurs par an dans tous les domaines des sciences. Ce n'est pas de la gnognotte. Ce n'est pas le mot qu'on dit. Les États-Unis même n'en produisent pas autant. Le seul qui fait mieux que l'Iran, c'est la Chine qui produit 1 million d'ingénieurs. Même la Russie produit un peu moins que l'Iran. Alors, c'est-à-dire quand vous voyez un pays comme ça, c'est-à-dire qu'il a pris conscience des enjeux du monde dans lequel il est. C'est un monde méchant. Ce n'est pas un peu comme les Africains qui, pendant près de 30 ans, vivaient des subventions du système international et de la mendicité. Voilà, il fallait qu'on nous cite. Donc nous avons végété un peu dans la fatalité. Non, mais on n'a pas que... C'est-à-dire qu'on sait s'aborder nous-mêmes. Oui. Notre objectif en tant que civilisation africaine, c'était qu'on nous cite comme les bons élèves de la Banque mondiale, comme les démocraties. Oui, voilà, vous voyez, les Africains sont des démocrates. Et que l'on nous dise que nous respectons le droit international. Le droit international, même dont ses propres inventeurs n'y croyaient pas. Finalement. Concernant la question des alliances, je l'avais évoqué tantôt. Vous savez, nous sommes dans un monde où depuis 1945, les grandes puissances, et notamment ceux qui détiennent la bombe nucléaire, évitent de s'affronter directement. La guerre froide même a été une somme de guerre par procuration de l'un contre l'autre. La guerre de Corée, par exemple, en 1950, c'était une guerre extrêmement dure. Elle a engagé plus de 2 millions d'hommes de part et d'autre. C'est une des plus importantes guerres de l'après-Seconde Guerre mondiale. D'un côté, vous aviez les Américains qui avaient mobilisé 500 000 hommes et 1 million dans les heures les plus chaudes. L'Amérique a perdu près de 300 000 hommes en Corée. Pour faire une comparaison, pendant la Seconde Guerre mondiale, les pertes américaines se chiffraient autour de 500 000. 500 000 hommes. Pendant que la Chine elle-même s'est engagée aux côtés de la Corée du Nord avec environ 1 million d'hommes aussi. L'extraordinaire, c'est que l'URSS était là, mais pas avec des hommes. L'URSS a envoyé des armes et l'URSS a même installé les usines de fabrication d'armes en Chine. Tout à fait. À cette époque, pour pouvoir rapidement produire des armes et livrer en Corée du Nord. Parce que c'était une guerre existentielle pour les deux. Ça n'a jamais été un affrontement direct. Et c'est pour cela que je dis, il ne faut pas que l'on tombe dans le leurre occidental. L'Occident a une machine de guerre de plusieurs couches. En plus des infrastructures militaires, il y a l'infrastructure médiatique qui est imparable. Personne sur cette planète n'a l'équivalent de l'infrastructure de guerre médiatique occidentale. Elle est capable de vous fabriquer un ange pour en faire un démon, de faire passer la victime pour le méchant, de faire passer le diable pour le gentil. Tout à fait. Ce fait que, lorsque la guerre en Ukraine a été déclarée, la guerre a d'abord été déclarée par l'Occident contre la Russie du point de vue médiatique, avant qu'elle commence à livrer des armes. Toute l'infrastructure médiatique a lancé une guerre, mais d'une terreur imparable contre la Russie, pour la diaboliser. Et ensuite, pour vendre l'idée qu'ils allaient protéger et défendre l'Ukraine. Mais je dis, de tout le bruit médiatique que l'Occident a fait, qu'est-ce qu'elle a pu faire de mieux à l'Ukraine, à part livrer des armes et donner du renseignement? Qu'est-ce qu'elle a pu faire d'autre? Est-ce qu'il y a un seul soldat de l'OTAN, malgré sa puissance qu'elle vante, qui a mis son pied en Ukraine en tant que représentant de son pays et prêt à se battre contre la Russie? Encore une fois, ils ne peuvent pas oser se permettre de se lancer dans une confrontation directe avec la Russie, qui est une puissance nucléaire. Et le même mécanisme aussi se produit en Iran. La Russie et la Chine ne peuvent pas aller directement se poser sur le terrain. À la différence que, même s'ils soutiennent l'Iran, ils n'ont pas l'infrastructure médiatique de l'Occident pour vendre leur soutien à l'Iran. Tout à fait. Pour nous expliquer qu'ils soutiennent l'Iran. Pour nous dire que c'est l'Iran qui a raison, que c'est l'Occident qui est le méchant. Quels sont les médias qui nous touchent le plus? Ça peut être donc aussi stratégique. Stratégiquement d'abord, mais en plus même, les moyens même de vendre leur soutien à l'Iran, ils ne l'ont pas. Médiatiquement, ils ne l'ont pas.
On n'a qu'à regarder un peu les médias qui balaient le plus nos espaces, surtout nous en Afrique ici. Quels sont les médias dont on est plus susceptible de croiser les informations quand on scrolle sur les réseaux sociaux ou dans une télé? C'est France 24. Dans les réseaux sociaux, vous allez croiser CNN, c'est quoi, Huffington Post. Il y a des tas de médias occidentaux qui vous vendent la vision occidentale de l'affaire. Les Chinois, les Russes, ils ont très peu de canaux pour dire nous sommes ici, voilà ce que nous faisons. Moi, je considère profondément que la Russie et la Chine est là. Maintenant, il faut bien qu'on soit très clair. Ce n'est pas la Russie ou la Chine qui viendra faire la bataille à la place de l'Iran. Tout comme l'OTAN ne pouvait pas aller se battre à la place des Ukrainiens, même si c'est elle qui a dit aux Ukrainiens de lancer la guerre. De cette même façon, comme ils l'ont répété, il faut que l'on comprenne que c'est d'abord par nous-mêmes que la bataille commence. On dit souvent, il y a des opportunités qui ne vous sont accessibles que quand vous atteignez un certain niveau d'abord d'effort. Oui. Si l'Iran ne produisait pas d'ingénieurs... Et toi, le ciel t'aidera. Et voilà. Les soutiens en renseignement et matériel que la Russie et la Chine peuvent offrir ne peuvent avoir du sens que pour un Iran même qui est déjà intelligemment et bien préparé. Tout à fait. C'est la même chose pour laquelle l'AIS doit se préparer. Parce qu'un jour ou l'autre, ils arriveront. Quand ils trouveront que notre modèle marche, pour le moment, ils ne prennent pas au sérieux. Hein. Il faut le savoir. Et ils ne prennent pas encore au sérieux. Tout comme ils ne prenaient pas beaucoup l'Iran au sérieux en 1979. Mais avec le temps, l'Iran qui a compris qu'il fallait qu'elle soit prête, parce que ça arriverait un jour, ça ne va pas prévenir, l'AIS doit se préparer. Se doter d'une industrie militaire à même de raccourcir les chaînes d'approvisionnement. Actuellement, nous payons des armes. Si nous sommes dans une bataille, nous ne pourrons pas tenir très longtemps parce que la chaîne d'approvisionnement est trop longue. Quand vous produisez sur place, vous pouvez rapidement produire à côté du champ de bataille et puis livrer. Surtout que nous n'avons pas une façade maritime. Évidemment, il y a tout cela aussi qui rentre en ligne de compte. Donc je dis fondamentalement, l'Iran n'est pas seul. Elle est intégrée dans l'axe de la résistance sur le plan mondial. C'est comme le Venezuela, évidemment. Le Venezuela, c'était le premier partenaire commercial du point de vue énergétique de la Chine. Ouais. En vérité, les guerres même que l'Occident, ou en tout cas l'Amérique, lance contre ces pays de l'axe de résistance anti-hégémonie occidentale, c'est avant tout une guerre contre la Chine. Puisque la puissance économique chinoise en expansion semble inarrêtable, alors que son carburant, c'est l'énergie. C'est l'énergie fossile qu'il trouve en Iran, qu'il trouve au Venezuela et dans d'autres pays. L'Amérique est en train de vouloir éteindre un à un l'ensemble de ses foyers énergétiques. Sans énergie, la Chine va où? Elle ne va nulle part. Évidemment, il y a la Russie, certes, qui est là, mais la Russie seule ne peut pas satisfaire les besoins énergétiques de la Chine. Ouais. Et donc, si la Chine et la Russie, ils ne peuvent pas oser se permettre de regarder ça sans rien faire. Moi, je dis simplement qu'il faut considérer que voilà, la géopolitique, elle évolue, voilà, mais les objectifs restent les mêmes. Les pays qui comprennent vers où va la marche du monde sont celles qui se préparent à être les solutions à leurs propres défis, quitte à ce que d'autres viennent après maintenant soutenir et renforcer leurs capacités de riposte. Absolument. Camarade Traoré, rapidement, en 2 minutes, l'AES donc doit s'enrichir à travers ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Cette guerre est une grande école pour les États de l'AES. Souvenez-vous que c'est en pleine négociation de paix avec l'Iran que les États-Unis ont dégainé sur le guide iranien. Ça montre à souhait que le droit international à géométrie variable ressemble du pipeau. C'est pour endormir les populations. Absolument. C'est le grand enseignement de cette guerre-là. Et le camarade Tel vient de parler de la propagande, la propension à intoxiquer et à fabriquer l'opinion au niveau international. On nous a présenté Israël comme vraiment, il a dit si bien, une souris, on la transforme en lion ou éléphant. Vanter les capacités destructrices de la puissance américaine. Dans la réalité, après l'intervention de tuer le guide libyen, qu'est-ce qui s'en est suivi? On se pose des questions. Ce qui nous a été vendu, ce n'est pas ce qui est là. Et d'où la présence de toutes les armées d'occupation sur ces territoires-là. Poser la question de leur efficacité. Ils ne font pas la guerre, ils se font payer chèrement et ils ne mouillent pas le maillot. D'autres doivent mourir à leur place. Donc, les enseignements de cette guerre-là prouvent à souhait que les peuples doivent se mobiliser, compter sur elles-mêmes
et inventer leurs propres moyens de défense, asseoir une industrie capable. Qui l'eût cru? Les missiles qui sont envoyés en Israël et dans le Golfe ont été fabriqués par les Iraniens eux-mêmes. Qui l'eût cru? Sous embargo, 47 ans d'embargo et de mesures. Donc, il faut que nous arrivions à nous désillusionner. Ne compter que sur nous-mêmes. Et la propagande, les budgets qui sont investis en propagande visent à nous émasculer, à nous faire peur. Ils vendent la peur. Tous les officiers aujourd'hui sont mis devant le fait accompli. On se dit où se trouvent les États-Unis, leurs militaires et tout. Il y a une opinion internationale qui se développe aux États-Unis. Donald Trump n'a pas l'aval de son peuple. Tout ce qui est le contraire de l'Iran, qui a tout son peuple derrière lui. Et on estime que cette guerre-là est illégale, non souhaitable pour les intérêts, la défense des intérêts américains qui sont menacés dans le Golfe. Tout à fait. Camarade Kaboré, rapidement, en une minute, c'est vrai, nous sommes bien sûr dans une dynamique ici, au sein de l'AES, où les États donc, du Sahel, en tout cas, veulent compter sur leurs propres forces, parce que c'est la seule voie pour rester digne, et en tout cas pour rester digne et souverain devant l'histoire et pour l'avenir. Nous n'avons pas d'autre choix, comme je l'avais déjà dit, par rapport à beaucoup d'exemples, y compris l'exemple des Vietnamiens, qui ont quand même su se réunir, et puis bon, voilà, ils ont quand même remporté beaucoup de victoires, en tout cas, et préservé leur souveraineté et leur dignité. Au Burkina, ici, nous avons beaucoup d'exemples. Par exemple, on a déjà, par exemple, la Task Force, l'usine qu'on a mis en place, qui va désormais faire les tenues de militaires sur place. On ne va plus chercher à aller acheter. Il y a aussi ce qu'on a, on a créé les blindés Nanga. Ça peut vous rappeler, un blindé intitulé blindé, c'est le griffe blindé Nanga, où le président même avait fait un discours, c'était dans le background, on voyait le blindé Nanga, qui est une invention burkinabé locale et très bien. Il y a aussi, par exemple, les écoles internationales que nous pouvons, que les écoles militaires qu'on peut faire sur place ici, par exemple, l'école de guerre, Tiefou Amoro Abobo. Ouais. Donc, nous pouvons tout faire sur place afin d'assurer notre propre sécurité, notre propre défense au sein de l'AES. Et ça, c'est un exemple que dans l'AES, on peut effectivement généraliser pour l'ensemble de tous les pays de l'AES. D'accord. En 30 secondes, la guerre est déjà lancée. Ça nous donne des enseignements pour nous autres du Sahel. Oui. Ça nous met devant l'exigence de faire de notre société une société de conquête. Tout à fait. Changer le système éducatif. Changer notre lecture du monde. Faire en sorte que nous soyons en mesure d'éviter une deuxième recolonisation. Parce que, soit dit en passant, dans ce mois même, le secrétaire américain, je pense que c'est le nommé Rubio, là, il a invité les Européens à le suivre pour recoloniser le monde. C'est cela la grandeur de l'Occident. Alors, ceux qui ne veulent pas l'être recolonisés doivent s'armer jusqu'aux dents. Absolument. Merci donc pour votre attention donc à l'émission Regard sur l'avenir. En tout cas, nous allons suivre de près l'évolution de cette guerre qui est injuste, malheureusement, bien sûr qui est carrément à côté de ce qu'on peut appeler donc le droit international. En tout cas, au sein de l'AES, la dynamique se poursuit. Il faut donc compter sur ses propres forces pour oser inventer l'avenir. Portez-vous bien.